Bien, merci infiniment. Je voudrais commencer tout d'abord par deux adresses, et puis je parlerai de Camille Parmesan. Deux adresses, d'une part, revenir vers Marie-France Marchand-Bailey pour lui dire toute la joie et l'importance qu'il y a qu'elle soit ici avec nous, parce que je connais son engagement et son engagement personnel. J'ai siégé à ses côtés pendant 11 ans au conseil d'administration de l'université UT1 Capitole, et elle a déjà fait des engagements extraordinaires dans le cadre de la Fondation de la Dépêche, avec en particulier les bourses actives pour le soutien de 50 jeunes étudiants qui se lancent dans leurs études avec un soutien financier bien sûr, mais également avec un parrain, etc. C'est un long engagement et ça fait chaud au cœur de vous avoir à nos côtés sur une problématique aussi importante. Deuxièmement, j'ai une adresse personnelle, toute personnelle ici, parce que nous sommes à Cap Découverte. Et je ne peux pas parler ici sur cette scène sans évoquer notre ami Paul Quilles, qui peut être signalé pour toutes sortes de raisons liées aux fonctions qui ont été les siennes. Mais il y en a une que je voudrais citer parce que je sais que c'était son état d'esprit. Je fais référence à la pensée d'ingénieur de Paul, et il aurait énormément aimé que cette chose soit ici, à Cap Découverte, quelque part chez lui. Et maintenant, je voudrais en venir à Camille. Alors Camille Parmesan, en fait, nous nous connaissons juste un peu, mais on a une longue histoire commune quelque part. Le juste un peu, c'est que nous avons fait connaissance il y a 2 ans, c'était pour le 80e anniversaire du CNRS. On était à 2600 et quelques mètres au pic du Midi, dans une cérémonie fort sympathique d'ailleurs, où on parlait déjà de climat, etc. Et nous avons fait connaissance ce jour-là avec son époux, Michael. Et c'est la raison pour laquelle ce petit lien a fait qu'aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être présente ici. Parce qu'effectivement, elle se trouve actuellement en position dans un endroit qui est représentatif de nos territoires d'Occitanie, un tout petit village de 300 habitants, quelque part à la frontière entre l'Ariège et la Haute-Garonne. C'est l'immense centre de recherche du CNRS qui s'appelle le centre du Moulis. Donc, dans cet endroit, Camille travaille depuis quelque temps, en fait en pratique 2 ans maintenant, à peu près, 2 years. Yeah. J'ai cru comprendre également qu'elle avait acheté une maison dans le quartier, etc. Enfin, c'est pas facile, not easy to do that. Mais elle a une très longue histoire. Parce qu'effectivement, c'est en 2017, lorsque le président Trump a annoncé le retrait des USA de l'accord de Paris, qu'elle a fait partie des 18 scientifiques qui sont venus s'installer en France à l'invitation du président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre d'une opération qui s'appelle le programme MOPGA, Make Our Planet Great Again. Donc, en pratique, ces recherches portent sur les impacts du changement climatique sur les plantes et les animaux sauvages. Elle a débuté sa carrière en s'intéressant aux aspects comportementaux, écologiques et évolutifs des interactions insectes et plantes. Et vous verrez tout à l'heure des histoires de papillons qui sont finalement extrêmement importantes pour comprendre ce qui nous arrive. Elle a fait évoluer ensuite ses centres d'intérêt vers des impacts sur les impacts biologiques du changement climatique sur les systèmes naturels. Et les conséquences de ces travaux sont absolument énormes parce que les publications qu'elle a produites ont été citées de façon extraordinairement importante. Pour dire les choses très simples, dans les systèmes de mesure que nous avons, nous, les chercheurs, il y a un gros système de calcul qui s'appelle le Web of Science. Il y a 15 000 citations de Camille Parmesan à l'intérieur de Web of Science. Et lorsque vous êtes dans Google Scholar, Google, le moteur de recherche que tout le monde connaît, il y a plus de 30 000 citations de Camille Parmesan dans Google Scholar. En particulier, il faut signaler un article qui a été publié dans Nature en 2003, Globally Coherent Fingerprint of Climate Change Impacts Across Natural Systems, une empreinte globalement cohérente des impacts du changement climatique dans les systèmes naturels, qui est un article qui a été cité
plus de 3000 fois en 2015, 6000 fois en 2020. C'est les derniers chiffres que nous possédons. Elle a été le deuxième auteur le plus cité dans le domaine du changement climatique pour la décennie 1999-2009. Les résultats de ces recherches ont par ailleurs fait partie intégrante de l'élaboration, et c'est un élément important qui a été cité tout à l'heure, de l'élaboration des lignes directrices pour la détection des changements chez les espèces sauvages et pour l'attribution de ces réponses au changement climatique. Et donc cela a entraîné une inscription dans différents chapitres que nous retrouvons donc au niveau du GIEC en 2001 et en suivant jusqu'en 2014. Tous ces travaux ont valu à Camille Parmesan de nombreux prix. En particulier en 2013, elle a été nommée Distinguished Scientist par l'Académie des sciences du Texas, où elle a été élue membre de l'Ecological Society of America. Son caractère de contributeur officiel au GIEC en a fait une des co-récipiendaires, avec entre autres Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, du prix Nobel de la paix en 2007. Elle a par ailleurs, à côté de tout ça, et malgré cette grande richesse dans sa notoriété en particulier, de nombreuses activités de sensibilisation. Donc ça va de la formation d'honorables congressistes du Congrès des États-Unis jusqu'à l'aide, la formation dans les manuels scolaires, au niveau universitaire également, dans des matériels pédagogiques divers et variés. Et enfin, elle pratique des conférences publiques, ce qui nous vaut sa présence aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'introduire Camille Parmesan dans sa conférence du jour qui s'appelle « Urgence climatique et réponse sociétale, de la nécessité d'un changement transformant les relations nature-société ». S'il vous plaît, Camille Parmesan. Bravo. Merci, Bélange. Désolée, je ne parle pas français très bien, so I will speak in English. Je vais donc m'exprimer en anglais, mais vous avez la traduction simultanée en français. Donc je vais me mettre ici parce que je ne suis pas très grande et je voudrais qu'on me voie. C'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici. C'est étrange de pouvoir donner cette conférence en direct parce que j'ai évidemment participé à beaucoup de conférences, mais je l'ai fait à distance avec cet écran et les gens qui sont là sans être là. Vous voyez la liste des participants, mais c'est tout ce que vous voyez. Is that working better? Oui, Okay. ce micro marche mieux. Merci. Donc, comme je disais, c'est vraiment merveilleux de voir les gens physiquement, de voir la réaction et voir comment on peut interagir les uns avec les autres. Parce que le télétravail, la vidéo, les relations à distance, ça aide, mais ça c'est bien mieux. Et donc, être ici dans ce beau coin de votre pays. Donc, je vais passer la première partie de ma conférence à vous expliquer ce que nous voyons dans la nature. Quelles sont les réponses de la nature pour être sûr que tout le monde comprend pourquoi on est aussi préoccupé par ce qui se passe. Et dans la deuxième partie de ma conférence, j'essaierai de vous expliquer quels en sont les enjeux, les conséquences pour les êtres humains et la société. Alors, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Eh bien, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des changements dans les écosystèmes, dans les habitats des animaux et chez les plantes. Parce qu'évidemment, les êtres humains vivent partout. Mais si vous ne considérez pas les êtres humains, toutes les autres espèces vivent dans des espaces, dans des habitats et dans des espaces géographiques qui sont relativement limités, dans un périmètre spécifique. Et s'ils sont hors de ce périmètre, ils ne peuvent pas vivre et se reproduire. Et comme le climat change, et au fur et à
mesure donc il y a ce changement climatique, les espèces essaient justement de s'y adapter. Certaines s'y adaptent très bien. Et nous voyons des espèces tropicales qui, par exemple, vont se décaler ailleurs, qui vont sortir de la zone tropicale, hors de l'Afrique, du Mexique, vers les États-Unis, et vont se décaler aussi vers l'Espagne. Par exemple, cette espèce que vous voyez en France, on trouve aussi ce papillon en Europe et en Espagne. Quand je dis que c'est une espèce tropicale, ça veut dire que ce n'est pas une espèce qui peut survivre au gel d'hiver. Et donc, comme il y a un réchauffement au niveau des saisons, en tout cas de l'été, on voit qu'elle se décale. On voit ceci à d'autres latitudes supérieures. Par exemple, les espèces qui sont dans le nord de l'Europe vont donc aller vers l'Arctique parce qu'il y a ce réchauffement justement. Et vous voyez ici ce petit papillon qui vient de se décaler vers la Finlande. Bon, d'accord, pourquoi pas. Alors, il y a de nouveaux papillons pour le Royaume-Uni, pour les États-Unis et pour les Français. C'est très bien, les biologistes sont ravis, il y a plus de choses à étudier. Mais toutes les espèces se décalent, mais on ne voudrait pas qu'il n'y ait que cela, parce que finalement, on voit bien qu'il y a aussi, de la même manière que les papillons, des agents pathogènes. Par exemple, dans ce que l'on appelle le gène du Vibrio, c'est le Vibrio cholerae, qui peuvent donc produire des maladies, entre autres le choléra. Et les différentes couleurs que vous voyez, ce sont les différentes espèces de Vibrio, l'agent responsable donc du choléra, Vibrio maleficus, qui ne se trouvait pas dans l'Atlantique et dans la mer Baltique. Et ce n'est qu'à partir de 2006 qu'on le voit apparaître. Et vous voyez ici ces chiffres qui concernent 1970 et les décennies avant. Mais on n'avait jamais vu donc ce pathogène avant. On l'a vu apparaître au cours des 10 et 15 dernières années. Et 40% des personnes qui sont malades à cause de ce pathogène meurent. Donc c'est vraiment une maladie très grave et qui est donc transmise dans l'eau. Tout simplement, lorsque vous nagez, vous pouvez être contaminé, mais également dans les mollusques que vous allez consommer. Alors, un autre type de mouvement, de migration qui se produit, c'est lorsque vous avez beaucoup d'espèces qui se vivent dans l'altitude des montagnes et qui ne vivent que dans ces zones élevées. Alors, évidemment, il n'y a pas de changement forcément dans ces parties-là de la montagne, mais les populations qui se trouvent au niveau inférieur meurent. Il y a une extinction. Et comme elles meurent, ces espèces vont être de plus en plus réduites à certaines zones en haute montagne, comme par exemple l'Apollon, qui est également un papillon que l'on voit en France dans les zones élevées montagneuses, que l'on voyait généralement dans le Larzac et dans les Cévennes, et que l'on voit maintenant uniquement dans les régions les plus élevées montagneuses, comme Mont-Igual. Même chose avec ce petit animal qui ressemble à un lapin. Si vous avez randonné dans les montagnes aux États-Unis, vous l'avez vu, peut-être ce petit mammifère. Il y a une espèce américaine aux États-Unis, dans l'Himalaya au Népal, mais qui est en train donc de mourir dans certaines zones inférieures et qu'on ne trouve que dans les zones plus élevées de la montagne. Voici donc des espèces tropicales également, pour lesquelles c'est également la même chose. C'est le possum, par exemple, c'est et donc il y a lorsqu'il y a des épisodes de très grosse chaleur, donc ils tombent des arbres et meurent. Un petit peu comme pour les êtres humains d'ailleurs, ils sont très affectés par cela. Donc ces migrations d'espèces ne sont peut-être pas trop préoccupantes, mais lorsque les espèces ne savent pas où aller et se décaler, cela devient véritablement un problème. Vous voyez également que l'on a un décalage dans les saisons. Donc on a un réchauffement des hivers, on a également des printemps plus précoces. Donc il y a des migrations qui se produisent de façon plus précoce. Maintenant, ce qui est important, c'est que cela ne se passe pas au même rythme. Par exemple, les oiseaux et les papillons vont donc se reproduire 4 jours avant, avec 4 jours d'avance, mais les plantes dont ils ont besoin n'apparaissent qu'un jour plus tôt. Donc, on commence à voir qu'il y a des espèces qui normalement interagissent les unes avec les autres, par exemple les proies, les prédateurs, les insectes et la ressource alimentaire ne sont peut-être plus tellement en phase les unes avec les autres. On ne sait pas quelles sont véritablement les conséquences, mais ça reste préoccupant.
Et avec le réchauffement des hivers, si vous pensez aux animaux et aux plantes qui se trouvent en Europe du Nord et également dans le nord des États-Unis, on voit qu'elles s'adaptent à des hivers généralement très froids. Et elles ont besoin d'hivers froids, justement pour pouvoir reconditionner leur horloge biologique. Et donc les réponses ne vont pas se produire tant qu'il n'y a pas donc ce climat froid ou ces conditions très froides. Par exemple, vous savez, il y a également des arbres dans le nord, des arbres fruitiers sont beaucoup plus productifs lorsqu'il y a un hiver froid et lorsqu'il y a un printemps chaud. Et c'est la même chose avec les espèces animales ou autres. On voit bien qu'avec ce réchauffement de l'hiver, on voit qu'il y a une certaine confusion qui se produit chez les espèces qui vont retarder jusqu'à ce qu'il fasse froid et finalement elles abandonnent et certaines vont commencer à se reproduire tardivement ou alors ce sont des arbres qui vont commencer à fleurir tardivement, mais beaucoup plus tard que cela n'était le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est un signe inquiétant pour les biologistes qui commencent à s'y intéresser, c'est-à-dire comment le réchauffement de l'hiver affecte ces espèces en général. Alors, on voit également des changements chez les plantes et les animaux dans leur comportement. Ces deux espèces, par exemple, vous voyez ici ce geai mexicain et cette espèce de petit oiseau donc qui ressemble ici à un rouge-gorge, généralement migré aux îles des Caraïbes ou au Mexique pour l'hiver et donc même chose pour les deux oiseaux. Donc ces oiseaux ont commencé à rester aux États-Unis en hiver au lieu de migrer au sud et comme il fait plus chaud, ces espèces habitent dans le sud des États-Unis et y habitent, y demeurent. Même chose avec des espèces qui étaient migratoires, qui allaient en Espagne et qui deviennent maintenant des espèces fixes chez nous. Donc il y a des changements au niveau du monde. Alors que se passait-il avant? Il y avait des phénomènes qui n'interagissaient pas, mais maintenant ils interagissent. Et donc des espèces qui sont en contact et qui ne l'étaient pas avant vont subir un processus d'hybridation. Vous avez des résultats étonnants. Par exemple, vous voyez ce grizzly qui est adapté ici à l'environnement terrestre. Et ici, vous voyez qu'il est brun parce qu'il peut ainsi s'adapter à l'environnement. Il a également un museau relativement court parce que c'est un prédateur. Et l'ours polaire qui, lui, est adapté à des environnements froids et qui peut nager. Il est blanc, donc il peut se confondre avec la neige et la glace. Il a un museau très fin, de façon à être plus dynamique au moment de la nage. Et vous voyez que ici, ce sont des ours qui sont adaptés à la chasse pour pouvoir pêcher dans les eaux. Et vous voyez que cet ours-ci, il a des pattes qui lui permettent de nager, un petit peu comme des rames. Mais maintenant, vous avez des hybrides qui sont un mélange finalement de ces deux espèces très différenciées. Alors, ce n'est pas seulement étrange comme résultat, mais d'un point de vue de la conservation de l'espèce, il y a des biologistes pour la conservation des espèces qui sont très inquiets parce qu'ils disent qu'on n'aura plus d'espèces pures de grizzly et que l'ours polaire va disparaître. Mais comme il y a une hybridation avec les ours bruns, comme vous les appelez en Europe, ils sont en train de transférer leurs gènes dans d'autres espèces. Donc, par exemple, il faut sauver ces gènes, d'accord, si on peut, mais il y a des biologistes qui sont quand même très inquiets de voir qu'il y a ces changements génétiques. Et on a justement l'extinction d'espèces qui sont une extinction causée par le changement climatique. Il y a ici, dans le Pacifique, l'île de Bramble Cay, entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est très petite. Vous voyez, c'est une langue terrestre qui représente presque toute l'île. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que comme il y a une élévation du niveau de la mer, évidemment, une partie de l'île a été recouverte par les eaux, mais c'est vraiment lorsqu'il y a des ouragans, des
des tempêtes qu'il y a une petite augmentation des eaux qui font qu'il y a eu des vagues beaucoup plus hautes lorsqu'il y a ces tempêtes. Et donc, ceci a provoqué l'extinction de beaucoup de plantes. Et en 2014, par exemple, vous voyez ces plantes qui se trouvaient ici sur ces petits talus de l'île, ces touffes de carex. Après et avant l'inondation, il y a eu un ouragan pendant l'été et en automne 2014, il n'y en avait plus du tout. Donc, cette inondation de l'île, cette submersion a tué presque 98% de l'espèce végétale en question. Voici donc une vue de l'île Bramble Case. Donc, et un petit mammifère, le Bramble Case melomys, qui était endémique, s'est éteint en 2016 parce qu'il y a eu des inondations répétées, donc disparition de cette espèce en 2016, on a déclaré qu'elle était éteinte, et parce que cette espèce ne vivait que là, elle est éteinte maintenant dans le monde. Alors vous avez également d'autres exemples, c'est-à-dire au Costa Rica, les forêts nuageuses. Je ne sais pas si vous connaissez le Costa Rica. C'est ce qu'on appelle donc ces nuages qui sont piégés par des montagnes qui sont très hautes. Et donc, évidemment, on a beaucoup d'humidité et beaucoup de froid finalement, mais c'est très difficile d'avoir une journée sans brume et sans nuages. Il y a toute une série de petites grenouilles qui vivent dans cette forêt nuageuse. Et évidemment, lorsqu'il y a des épisodes de sécheresse, parce que vous avez El Niño dans le Pacifique, si vous avez 4 jours suivis sans nuages, la population donc de grenouilles commence à disparaître. Et je crois que c'est en 1999 qu'on a vu le dernier exemplaire de cette espèce qui s'est éteinte. Donc il y a une altération du climat ou du microclimat de ces forêts nuageuses. On a évidemment beaucoup de données qui permettent de valider l'extinction de cette espèce, mais malheureusement, on ne sait pas quelles sont les autres espèces qui sont également affectées. Et je crois que les grenouilles et les amphibiens ont commencé à disparaître dans le monde. Je pense que vous connaissez ce champignon blanc qui s'appelle le chytride. Et ce champignon qui est très visible a provoqué des extinctions. On a pensé pendant très longtemps que ceci n'avait rien à voir avec le changement climatique, c'était simplement un champignon qui allait se répandre très vite. Mais après des expériences en laboratoire, on voit qu'il y a une interaction entre le changement climatique et le champignon en question. Et donc, le champignon va donc se développer dans des conditions plus chaudes et humides, et comme ces nuages disparaissent, et comme ces montagnes donc se réchauffent et ne sont plus aussi humides et fraîches, donc ça permet à ce champignon de se développer de façon encore plus forte et donc de détruire plus d'une centaine d'amphibiens. Donc, le déni du changement climatique, ou ce que l'on appelle les climats sceptiques, c'est quelque chose que j'ai connu parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis, bien évidemment. Mais je crois que ce déni existe partout dans le monde. Il n'y a pas que dans les régions de production de pétrole comme le sud du Texas ou l'Arabie saoudite. Et une étude majeure a été faite en Europe qui a montré que le déni du changement climatique représentait 10% des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas de changement climatique, et ça augmente maintenant au Royaume-Uni, aux États-Unis en tant que pourcentage. En France, c'est pas qu'il y avait beaucoup de climat sceptique, mais ils ne considéraient pas que ce soit un problème majeur. Oui, disait-il, ça se produit, ce changement climatique, mais le vrai problème, c'est la famine en Éthiopie, c'est la pauvreté. Le vrai problème, c'est l'inégalité entre les personnes de classes différentes ou de races différentes. Et ma réponse à ces affirmations, c'est que tous ces problèmes qu'ils soulèvent ne peuvent que s'aggraver avec le changement climatique. Donc, si vous voulez résoudre la faim dans le monde, si vous voulez réduire les conflits qui se produisent dans le monde, si vous voulez permettre une meilleure égalité entre les êtres humains, il faut d'abord faire face à cette crise provoquée par le changement climatique. Et ceci, évidemment,
a suscité beaucoup d'accords, mais il faut qu'il y ait une action maintenant parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui comprennent les défis et les relations entre tous ces phénomènes qui nous affligent. Et donc, l'objectif, c'est qu'il ne faut pas dépasser 1,5, mais il faut savoir qu'on est à 1,1, donc il ne nous reste plus beaucoup de marge, il faut le dire. Mais je crois que la difficulté, c'est que nous prenons des initiatives qui ne permettent pas de faire face à ces enjeux. Si on voit la réduction des émissions de gaz à serre, on va avoir 3,5 degrés de réchauffement, ce qui est évidemment beaucoup plus que ce qui avait été publiquement proposé, recommandé, et ce qu'il faudrait respecter. Maintenant, je voudrais aborder les implications plus larges de ces changements dans le monde naturel pour la société, puisqu'on a parlé justement des conséquences sur la nature. Donc les politiciens, comme je l'ai dit, les élus sont conscients, il y a eu beaucoup de réunions, de conférences. Personnellement, j'ai fait un témoignage au niveau du Congrès américain, ça c'était en 2007, et c'est étonnant de constater qu'à ce moment-là, on nous a demandé quel serait donc le niveau ou la ligne rouge à ne pas dépasser en ce qui concerne le changement climatique. Et je me suis dit, c'est curieux, tout le monde pense qu'il y aurait donc une ligne rouge, qu'il y aurait donc des critères chiffrés qui nous permettraient de continuer à vivre tranquillement. Alors moi, je parlais du monde naturel, il y avait également des experts concernant les ouragans et autres. On ne se connaissait pas, on n'avait jamais parlé ensemble avant, et on proposait notre témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit, il y a déjà des changements, mais si vous me demandez quand est-ce qu'on va atteindre ce seuil qui va être terrible, et il y aura une extinction d'espèces et nous ne pourrons plus faire face, moi je me suis dit, j'ai dit, ce serait peut-être 2 degrés. Une estimation, je dirais un peu brute. Ensuite, on a demandé à d'autres experts, d'experts en santé, dans le domaine des tempêtes et catastrophes naturelles, et chacun a dit 2 degrés. Donc chacun, dans son propre domaine de connaissances et d'expertise, a dit à peu près la même chose. Ce n'est pas un chiffre magique, ce n'est pas le seul seuil, mais c'est un seuil critique au-delà duquel on va avoir du mal à gérer la situation du changement climatique. Ensuite, il y a eu la conférence de Copenhague en 2009, il y a eu un accord et un accord international, à savoir il faut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement de façon à éviter des changements climatiques graves, dramatiques. Et moi, je me disais, c'est formidable. On a proposé un témoignage il y a quelques années, il y a déjà un accord international, c'est formidable. Mais suite à cela, on a commencé à voir des impacts beaucoup plus dramatiques au niveau de l'environnement biologique. Voici donc les barrières de corail, vous voyez ces merveilleuses couleurs chatoyantes, bleu, rouge, jaune. C'est vraiment des coraux en pleine santé. Et lorsque vous avez donc cette structure vivante, vous avez évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire les poissons, la pêche, etc. Mais tout dépend de cet environnement, de cet écosystème des coraux. Donc, à partir de 2009, on a vu un blanchissement important de ces coraux. Et vous pouvez voir qu'on ne voit plus ces couleurs mauve, bleu et jaune. Ils ont blanchi, ces coraux. Parfois, ils peuvent récupérer, mais très souvent, ils se dégradent et ils sont recouverts d'algues, ils disparaissent et ensuite, ils vont se désagréger lorsqu'il y a justement ces marées. Et donc, ce n'est plus une pépinière pour les poissons. Donc, on finit par tout perdre, pas seulement les coraux, mais tout l'environnement, tout l'écosystème. Et lorsque ceci s'est produit à Hawaï, dans les Caraïbes, tout le monde se disait, vous savez, c'est très perturbé comme écosystème parce qu'il y a de la pêche, parce qu'il y a de la pollution terrestre, etc. Peut-être que ce n'est pas tellement le changement climatique, parce que le changement climatique n'est qu'une partie de ces causes. Mais dans un des, je dirais, barrières de corail la plus importante, très saine, c'est-à-dire la barrière la plus saine de corail a commencé à être affectée par le blanchiment.
Et donc, on s'est dit, ce n'est pas la pêche, ce n'est pas l'industrie de la pêche, c'est vraiment le changement climatique qui est responsable de cette perturbation. Évidemment, cette barrière est évidemment très étendue et certaines personnes ont dit, non, cela ne va affecter que la barrière qui est la plus exposée au réchauffement. Mais non, c'était bien plus que cela. Donc, beaucoup de ces récifs coralliens ont été affectés et nous nous sommes rendus compte qu'en 2007, on n'avait pas donné les bons conseils parce que 2 degrés de réchauffement, c'était probablement trop. Et probablement pour certains récifs coralliens, il faudrait ne pas dépasser 1,5 degré. Donc, pour les espèces qui vivent dans les mers de glace, les ours polaires, pour les espèces en altitude comme le papillon Apollo, pour les récifs coralliens, il faut vraiment rester en dessous de 1,5. Donc, j'étais tout à fait surprise de voir lorsqu'il y a eu la COP 21 à Paris, et ceci grâce à Laurent Fabius qui a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour que cette COP 21 puisse avoir lieu en réunissant les représentants des petites îles, parce que ces petites îles, ils n'ont pas que des espèces animales, mais il y a aussi des êtres humains. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a dû accueillir des réfugiés de Tuvalu, d'une de ces îles. Et donc, à ce moment-là, j'étais stupéfaite parce que je me suis dit, on est capable de réagir très vite aux dernières découvertes scientifiques et par rapport aux derniers impacts du changement climatique. Et donc, on a réaffirmé qu'il fallait rester en dessous de 2 degrés, mais on a également produit les preuves qui montraient qu'il fallait rester en dessous du seuil de 1,5. J'ai trouvé ça formidable. Mais 2 années plus tard, Trump donc est élu, il retire les États-Unis des accords de Paris, et à ce moment-là, moi, je vivais au Royaume-Uni, mais je voulais retourner aux États-Unis pour pouvoir donc travailler. Mais dès que Trump a été élu, les experts scientifiques ont commencé à être préoccupés. Il a pris toute une série de mesures, comme par exemple, il a coupé les financements, il a également imposé une espèce d'omerta. Les scientifiques ne pouvaient pas parler à la presse. Il vous obligeait à ne plus parler donc du changement climatique dans vos articles, dans vos publications scientifiques, donc on n'en parlait pas. On a dit donc que c'était un terme tabou et que ceci ne serait pas approuvé par le Conseil qui révise les articles. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument inouï et je pense qu'en Europe, on peut se rendre compte de la situation dramatique que cela implique. Donc, je n'ai pas voulu revenir aux États-Unis et donc le président Macron a proposé ce programme MOCFA et me voici en France. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comment est-ce que les scientifiques peuvent transmettre leur message? Eh bien, aux politiciens, aux élus. Eh bien, ceci grâce à leurs conférences, par exemple, dans certaines enceintes gouvernementales, officielles. Mais il y a aussi des organisations internationales qui s'occupent du changement climatique, entre autres le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc, c'est un groupe de travail qui a commencé à travailler main dans la main avec l'Organisation météorologique mondiale. Ce n'étaient que des scientifiques, mais très rapidement, ils ont voulu faire venir des témoins de l'impact, d'autres spécialistes comme moi, c'est-à-dire l'impact sur la nature, sur l'économie, sur les zones urbaines, sur donc d'autres aspects de nos activités en général. Et maintenant, il y a un groupe 1 qui, avec les scientifiques du climat qui ont produit un rapport en août. Moi, je suis responsable du groupe 2. Je m'occupe des impacts globaux des changements climatiques sur la Terre. Un rapport sera publié en février. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans le rapport parce qu'il vient d'être soumis aux différents gouvernements et il va être révisé par les gouvernements et leurs représentants. Mais je peux vous dire, par contre, ce que l'on a déjà publié ou ce qui a déjà été publié par d'autres scientifiques. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que j'ai travaillé avec le GIEC pendant plus
de 20 ans. Et pendant toute cette période, on nous a dit que la mission dont on était investi, c'était de se concentrer sur la détection de l'impact du changement climatique et être en mesure de savoir comment ces changements étaient produits par le changement climatique et les activités anthropocènes ou de l'homme, c'est-à-dire la destruction des habitats, etc. Donc, on était vraiment concentré sur ce créneau, je dirais, relativement étroit des impacts du changement climatique. Et comme je l'ai dit, les politiciens sont très conscients des enjeux. Nous avons des accords qui stipulent qu'il faut limiter le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5 degré. Mais si on regarde l'objectif en termes d'émissions, on va arriver à 3,5 degrés. Donc, il y a en fait un écart entre le discours et ce qui est fait. Et je le constate parce que lorsque l'on a des documents qui étaient des documents d'orientation pour la production du rapport, on nous disait « voici ce que nous voulons que vous nous disiez ou que vous produisiez comme information ». On nous demande tout d'un coup de produire des solutions. Et moi, j'étais vraiment choquée parce que pas si longtemps que cela, le discours c'était « ne nous dites rien, vous n'avez pas de recommandations à faire, mais simplement à constater des faits ». Évidemment, on ne va pas donner des consignes au gouvernement, mais il voudrait avoir un certain nombre d'options et je crois qu'effectivement, on peut préciser quels sont les risques qui accompagnent chacune des options. Donc, en fait, c'est plutôt une gestion du risque ou un cadre de gestion du risque qui est centré sur la façon dont on va prendre des décisions. Alors, comment pouvons-nous nous adapter au changement climatique? C'est un changement d'orientation au niveau des gouvernements. C'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. C'est nouveau. Donc, le rapport, ou du moins les rapports qui ont été produits par les scientifiques concernant le changement climatique sont assez effrayants. On a déjà atteint 1,1 degré de réchauffement et ceci dépasse largement le réchauffement pré-industriel et il est également constaté qu'il sera extrêmement difficile de garder ou de maintenir ce réchauffement en dessous de 2 degrés. Évidemment, ne parlons même pas de 1,5 degrés. Il faut qu'il y ait évidemment que l'on puisse évacuer tout ce CO2 qui est libéré dans l'atmosphère. Parce que si vous avez le CO2 dans l'atmosphère, vous voyez, il y a une certaine période avant que le climat ne s'adapte et ne réponde. Donc, le changement climatique ne se produit pas tout de suite. Ce que l'on voit maintenant, ça a été produit par des changements au niveau des émissions il y a 50 et même plus que cela. Donc, ce que nous allons faire maintenant, ça va avoir un impact sur les 50 et même jusqu'à 200 années à venir. Donc, même si on arrête les émissions aujourd'hui de gaz à effet de serre, maintenant, immédiatement, il y aura quand même un réchauffement climatique, il y aura une élévation des eaux, et ceci pendant des centaines d'années. Donc, il faut arriver à se débarrasser de ce CO2 de l'atmosphère avec moins d'émissions, oui, mais également arriver à aspirer, se débarrasser de ces émissions. Greta Thunberg aux Nations Unies a dit il ne faut pas parler, tout ce que vous faites c'est parler, bla bla bla, il faut faire quelque chose. Donc c'est ce que l'on essaie de faire dans notre rapport et dans les sciences en général, c'est de fournir des solutions qui ne sont certes pas parfaites, mais qui nous aideront à survivre et rendre les choses meilleures au cours du prochain siècle. Donc pourquoi est-ce que la nature est importante? Eh bien, pour moi c'est important parce que j'aime les espèces sauvages, je suis biologiste de la conservation, mais ce n'est pas pour ces raisons-là. C'est important pour deux raisons. Tout d'abord, c'est une source de gaz à effet de serre. Une partie des gaz qui sont émis proviennent des changements dans l'utilisation des sols. Lorsque vous prenez
Prenez une forêt, par exemple, vous coupez les arbres, vous abattez les arbres. Les arbres, c'est du carbone, c'est ça le bois. C'est du CO2, du dioxyde de carbone de l'atmosphère qui a transformé en quelque chose de solide. Donc le bois, c'est du carbone. Si vous éliminez le bois, vous l'utilisez pour du combustible, eh bien vous rejetez ce carbone dans l'atmosphère. Après, donc vous avez une forêt où les arbres ont été abattus, vous avez un sol qui est plus sec, plus exposé, et donc la matière biologique dans le sol, qui auparavant restait humide parce qu'elle était abritée par la forêt, maintenant elle est sèche, elle commence à se décomposer et à dégager de la matière organique, c'est-à-dire de la libération de dioxyde de carbone. Au Brésil, on brûle les arbres, on abat les arbres et on les brûle. Et ceci libère du dioxyde de carbone. Quand on ajoute des fertilisants basés sur l'azote, si la plante l'absorbe, très bien. Mais nous avons découvert que les agriculteurs mettent toujours trop d'engrais, trop de fertilisants au mauvais moment de l'année, dont la plupart n'est pas utilisée, n'est pas absorbée par les plantes. Et donc l'azote se dégage dans l'atmosphère et libère donc des gaz à effet de serre. Donc tout ce que font les humains pour la Terre, en quelque sorte, c'est de faire que du carbone stable et contenu soit libéré dans l'atmosphère, ou bien même qu'on ajoute des gaz supplémentaires dans l'atmosphère. Ça, c'est ce que font les hommes. En plus de cela, il y a des processus. Le réchauffement de la planète commence. Il se produit davantage de gaz. Et donc, lorsque nous avons des sols qui sont des tourbières, par exemple, au nord de l'Angleterre, au nord de la Finlande, par exemple, une tourbière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des plantes qui ont poussé, qui ont grandi pendant l'été, qui meurent à l'automne, et précisément parce que le sol est humide et froid, ces plantes meurent et la nouvelle plante de l'année suivante pousse sur ces plantes mortes. Et donc, elles grandissent sur la tourbière et dans 1 million d'années, ça deviendra du charbon. C'est là la source du charbon. Des plantes qui ont été plantées il y a des millions d'années. Mais regardons cela au stade précoce. Le sol de la tourbière, enfin, ce n'est pas vraiment du sol, ce sont des plantes mortes, mais ça peut avoir plusieurs mètres de profondeur. Ça, c'est le stockage du carbone. Dans la toundra gelée, c'est la même chose. Il y a une croissance des plantes l'été, mort des plantes à l'automne, ça ne se décompose pas parce qu'elles restent dans les sols et l'année suivante, les plantes se reproduisent. Donc, si le carbone est aspiré hors de l'atmosphère, ça va dans les plantes et ça se stocke dans le sol. Et donc, les tourbières, la toundra, ont été des puits de carbone très importants. Le carbone rentre et est stocké. Mais si vous dégelez la toundra, si vous asséchez les tourbières, et c'est ce qui commence à se produire, eh bien à ce moment-là, ces conditions plus sèches et plus chaudes font que les plantes qui se décomposent l'hiver commencent à libérer du carbone dans l'atmosphère. Ceci s'appelle la rétroaction positive. C'est comme les feux, les incendies. Il y a une augmentation des incendies, une augmentation des surfaces brûlées à cause des conditions plus sèches. Et on en a parlé dans le groupe de travail, dans le rapport de l'été dernier. Et donc, voilà, c'est ce qui se produit avec les incendies. Il y a une plus grande libération de carbone dans l'atmosphère. Et donc, on appelle cela la rétroaction positive, parce que le réchauffement fait
que le monde naturel commence à décomposer davantage, produire davantage de gaz à effet de serre, ce qui à son tour intensifie le réchauffement. Donc c'est un cycle, ce n'est pas un cycle vertueux. Et ça se produit déjà. Et précisément parce que cela se produit déjà, nous savons que ce n'est plus théorique. Et pourtant, ce processus n'est pas inclus dans les modélisations du climat. On voit qu'il y a des projections qui nous disent qu'on aura un réchauffement de 2 degrés centigrades, mais qu'on peut le maintenir en dessous de ce seuil et qu'on aurait 3,5 de réchauffement si on prenait plutôt cette direction. On ne pense même pas à ce cycle de rétroaction positive. Et dans les estimations qui ont été publiées en août par le groupe de travail numéro 1, nous savons que ces chiffres sont sous-estimés. Nous savons cela parce que c'est un processus qui est déjà en cours et qui n'est pas pris en compte dans les études. Et précisément parce que ce n'est pas pris en compte, on ne peut pas quantifier cet impact. Mais nous savons que ça va être pire. Ça va être plus important et c'est vraiment effrayant. Normalement, je suis une personne optimiste, mais ceci, scientifiquement parlant, est effrayant. Donc, quelles sont les solutions? Eh bien, comme je l'ai dit, la nature, c'est une partie du problème parce que le réchauffement démarre ces processus qui empirent le réchauffement, mais la nature elle-même peut être la solution. Beaucoup de travail a été fait. L'UICN a publié un rapport sur les solutions fondées sur la nature. Une solution fondée sur la nature, c'est quelque chose qui est pour le bénéfice de la nature et des personnes en même temps. Alors, je pense qu'il est évident maintenant que protéger le monde sauvage est quelque chose d'important, mais qu'en même temps, nous avons besoin de restaurer les terres dégradées. Donc, nous devons démarrer des projets de restauration massive. Et ceci n'est pas seulement bon pour la biodiversité, c'est bon également pour l'augmentation du stockage de carbone. On connaît tous les forêts tropicales, donc on ne va pas trop s'y attarder, mais les tourbières au nord d'ici sont tout aussi importantes ou encore plus même que les forêts tropicales. Et encore plus les herbiers marins. En Méditerranée, nous avons des herbiers marins naturels qui sont en grande partie détruits par la pêche et autres. Et ces herbiers marins font la même chose. Les plantes poussent, emmagasinent le CO2, elles meurent et parce qu'il fait froid et que c'est humide, elles stockent le carbone. Et ces herbiers marins la restauration de ces herbiers marins peut être tout aussi importante que la restauration des forêts tropicales ou des tourbières. La restauration des habitats, je suis désolée, j'essaie de lire la phrase en français tout en parlant anglais. Donc, la restauration des habitats est extrêmement importante. Il faut augmenter le stockage du carbone, mais il est également très important d'empêcher l'extinction des espèces. Parce qu'on voit des espèces qui se déplacent, qui essaient de suivre, de s'adapter au changement climatique. Mais par exemple, dans un champ de blé en France, par exemple, au nord de la France, elles vont mourir parce qu'elles ne peuvent pas arriver à l'habitat suivant, en suivant les changements climatiques. Alors, je ne dis pas que le nord de la France doit être transformé en terre sauvage, mais il est important de créer des corridors pour permettre le déplacement des espèces sauvages. IPBES, la plateforme scientifique-politique intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes, a très bien défini cela en disant que avec
la restauration des habitats dégradés, on peut arriver peut-être à cette cible des 2 degrés à 1/3 de cet objectif. Mais comment restaurer tout cela? Beaucoup de travail est nécessaire. 30% d'ici 2030, on dit, eh bien, ceci est un fait scientifique, mais certaines personnes disent également qu'il est important de protéger la moitié de la planète, la moitié de la Terre, afin de pouvoir conserver la biodiversité, mais également que l'on puisse avoir ces puits de carbone qui fonctionnent de nouveau. Beaucoup de littérature a été écrite là-dessus. L'objectif actuel de la Convention sur la biodiversité biologique est de protéger 70% de la Terre, de la planète. Certains d'entre nous pensons que ce n'est pas suffisant et il y a encore un débat là-dessus. Mais quel est le problème? Eh bien, la population mondiale augmente également. Comment va-t-on alimenter le monde entier si on empêche que la moitié des ressources soient utilisées? Et donc, on parle énormément maintenant d'utilisation polyvalente, de multi-utilisation. Alors, je voudrais vous parler de quelques fallacies, de quelques croyances erronées. Certains politiques pensent que les chiffres ne sont pas corrects. Certains disent que les énergies renouvelables vont permettre de tout résoudre. Alors, peut-être, mais à condition que ce soit fait de la bonne façon et au bon endroit. On ne peut pas dire, bon, on va mettre des panneaux solaires partout, sur toutes les surfaces de la Terre, parce qu'à ce moment-là, il faut continuer d'alimenter les animaux, les êtres humains, pardon. On ne peut pas mettre des éoliennes partout parce qu'on tuerait des milliers d'oiseaux. Les hélices sont énormes, les éoliennes sont de plus en plus hautes et les lames des hélices sont plus lentes mais plus élevées et donc maintenant, avec ces hélices qui tournent plus lentement, les oiseaux peuvent passer à travers et sont en danger. Et donc, il est important de ne pas placer ces éoliennes sur la trajectoire des oiseaux. Alors oui, les énergies renouvelables sont magnifiques, mais il faut réfléchir et les utiliser ou les installer de façon sensée. Alors, les gens pensent que les ingénieurs vont tout résoudre, que la technologie va tout résoudre. Beaucoup de travail est réalisé sur le captage du carbone et le stockage du carbone. Les projets à petite échelle, ça fonctionne très bien, en laboratoire et même sur le terrain, lorsque ce sont des projets à petite échelle, mais il est très difficile de déployer ces projets à grande échelle. Certaines de ces idées, comme les miroirs orbitaux qui reflètent le Soleil, par exemple, eh bien moi j'ai parlé aux scientifiques qui ont émis cette idée et ils m'ont dit ça fonctionnerait bien sûr, mais maintenant ces personnes ou cette personne est revenue sur cette croyance parce que ça coûterait des milliards et des milliards d'euros pour installer ces miroirs et les faire fonctionner. Et s'il y avait une panne, les pays ne pourraient pas payer les réparations, les miroirs commenceraient à tomber et à ce moment-là, on aurait tous les gaz à effet de serre qui retomberaient. Et donc, l'ingénieur, la femme qui a eu cette idée en premier lieu, pense maintenant que ce n'est plus une bonne idée. Et donc, tous ces bons projets qui sont à petite échelle ne peuvent pas être déployés parce que ça augmenterait les
les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a une autre idée qui m'effraie encore plus et qui est la suivante. Certains politiques disent « Bon, c'est bien si on dépasse les limites en quelque sorte. Alors on ne va pas arriver à 2 degrés, on arrivera à 3 degrés, peut-être 4, mais on va le faire pendant quelques décennies ou quelques siècles et après on agira, la technologie nous permettra de corriger le tir et on reviendra, on redescendra à 2 degrés et tout ira bien. Non, non, tout n'ira pas bien. Les espèces qui meurent aujourd'hui, qui deviennent des espèces en extinction, ne vont pas revenir. C'est cela que veut dire l'extinction. Et si vous pensez à tous les écosystèmes, par exemple les récifs coralliens tropicaux, ils vont se remettre un petit peu, mais ils n'arriveront pas au même siècle parce qu'une récupération totale prendrait des milliers d'années. Et donc, pour moi, c'est une formulation absolument inacceptable lorsqu'on pense à l'avenir. Alors, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de solution parfaite. Toutes les solutions doivent être mûrement réfléchies afin de bien faire les choses. Même, par exemple, la plantation d'arbres. C'est très populaire, c'est très à la mode de planter des arbres. Des scientifiques ont publié ce rapport qui dit que si l'on place 3000 milliards d'arbres, on va empêcher le réchauffement climatique. Mais c'est un désastre. Regardez les zones en bleu sur la carte où il y a des plantations d'arbres. Vous remarquez, les zones en bleu se trouvent dans les zones de permafrost, dans les toundras. Ça, ils l'ont fait au nord de l'Angleterre. Ils ont drainé les tourbières, ils ont planté des arbres. Ça a été un désastre écologique parce que toutes les espèces qui vivent dans les tourbières ont été perdues. Et ça a été un désastre pour le changement climatique aussi parce que lorsque les tourbières se dessèchent, elles commencent à libérer des gaz à effet de serre. Et peu importe si vous avez planté des arbres, parce que vous avez ainsi permis la libération de tonnes de gaz à effet de serre. Il faut planter des arbres, mais il faut le faire dans des endroits appropriés, là où cette plantation est naturelle. On ne peut pas planter des arbres n'importe où. Regardez comment préserver le carbone et la biodiversité. Ceci est une très bonne étude qui montre qu'en fait c'est la même chose. Parce que tous ces domaines en vert et en rouge, ce sont les points chauds de la biodiversité. En Indonésie, dans les tropiques, en Afrique, en Amérique du Nord et ensuite dans les régions arctiques où il y a des espèces uniques. La carte du bas, c'est là où se trouve le stockage du carbone, dans le sol et au-dessus du sol. Regardez là où le carbone est stocké actuellement, l'Indonésie, les tropiques, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Arctique. Et donc en préservant ces régions, en conservant ces régions, non seulement nous protégeons la biodiversité, mais nous protégeons également les endroits qui stockent le plus de carbone à l'heure actuelle. Et nous devons réfléchir à une utilisation plus polyvalente des terres, des sols. Nous devons réfléchir à comment utiliser les sols de façon multiple pour le bien des êtres humains et de la biodiversité en même temps. Vous avez ces éoliennes très élevées maintenant et qui fonctionnent très lentement. Alors, c'est bien pour la biodiversité parce qu'il y a même du bétail qui peut pâturer en dessous, qui permet l'entrée de la lumière, qui permet à la terre de se récupérer entre 2 cycles de pâturage et on peut conserver la biodiversité. Les panneaux solaires peuvent fournir de l'ombre également quand il fait très chaud, les animaux peuvent s'y abriter dessous et on peut préserver la biodiversité, y compris les pollinisateurs également parce qu'il faut polliniser les cultures. Voilà, c'est cela que
que l'on appelle l'agriculture agroécologique. On pense à l'agriculture agroécologique qui n'est possible seulement que dans les tropiques. Non, non. Imaginez ceci. Nous avons une agriculture mixte avec une forêt naturelle au fond, mais ce type d'agriculture est possible partout. Voilà un exemple en Autriche. En Autriche, vous avez une vigne, vous avez différentes espèces qui sont cultivées. Voici un exemple ici en Grande-Bretagne. Vous avez des haies qui sont des refuges fabuleux pour la biodiversité. Et là aussi, regardez, vous avez des plantations mixtes. Vous n'avez pas les mêmes cultures partout et donc il y a une succession de fleurs, ce qui est très bon pour les pollinisateurs qui ont toujours quelque chose à butiner. Et il y a également la transhumance qu'il convient d'évoquer. Déplacer les animaux, les faire passer dans des zones entières, même si ce sont des troupeaux très denses. Ce troupeau ici a traversé cette zone pendant quelques heures. Elle a été dévastée, mais si vous n'y mettez pas du pâturage, des animaux à pâturer, elle se régénère rapidement. Et l'année suivante, on a de nouveau des fleurs et des plantes. En Europe, beaucoup de biodiversité s'adapte aux zones herbeuses qui sont bien gérées. Les insectes, la biodiversité dépend beaucoup de la bonne gestion des pâturages, par exemple. Et donc, s'il n'y a pas cela, on perd la biodiversité. En France, l'agriculture agroécologique, c'est tout simplement l'agriculture traditionnelle qui est pratiquée depuis des milliers d'années. L'alternative, c'est l'agriculture industrielle. Ici, nous sommes en Allemagne. Alors, ça a l'air très joli, c'est très vert, il y a les fleurs jaunes, mais si vous regardez de près, il n'y a qu'une espèce d'herbe, une espèce de fleur et aucun insecte. Et donc, ce qui a un bon aspect pour l'œil de l'être humain n'est pas nécessairement bon pour la biodiversité. Alors, il y a l'Office de la biodiversité en France qui a démarré au même moment que la pandémie son activité. Et le président Macron a rassemblé une douzaine de scientifiques. Il a parlé avec eux et nous avons passé des heures avec lui. Il a posé beaucoup de questions sur la relation entre le changement climatique et la biodiversité, sur la façon de gérer les sols, les terres. Et j'ai été impressionnée de voir que l'objectif de cet office de la biodiversité est de rassembler les agriculteurs et les biologistes de la conservation. Il faut rassembler tous les groupes concernés pour essayer de voir quelle peut être la meilleure utilisation d'une parcelle de terre. Est-ce qu'il me reste 3 minutes? Oui. Alors, 2 diapositives de plus sur l'énergie renouvelable. Je souhaiterais que vous compreniez que l'énergie solaire, c'est très bien. L'énergie éolienne, c'est très bien. Le diesel, les biocombustibles, ce n'est pas si bon que cela. Et on va voir pourquoi. Les biocombustibles viennent des palmiers, des tropiques. Beaucoup sont en Indonésie. Le sol de l'Indonésie, ce sont des tourbières. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, lorsqu'on expose le sol des tourbières. Donc, les forêts tropicales sont détruites, les tourbières sont exposées, elles se dessèchent, elles libèrent des tonnes de dioxyde de carbone. Si vous utilisez l'huile de palme comme biocombustible, eh bien, ça prendra 400 années pour revenir au niveau d'avant l'abattage des forêts. L'huile de soja est neutre en carbone. Aux États-Unis, il y a l'éthanol. Vous fauchez les prairies une fois par an. Et en France, les prairies de fauche peuvent être utilisées de la même façon pour nourrir les animaux, mais pour le biocombustible également. Et là, on parle d'un biocombustible neutre en carbone. Et finalement, il vient d'y avoir une annonce que la France va soutenir l'énergie nucléaire dans le cadre du plan
plan 2030. Je voudrais dire très rapidement qu'au niveau scientifique, lorsqu'on regarde les chiffres, on ne peut pas contrôler les changements climatiques avec l'énergie nucléaire. Il faut que ça fasse partie de la transition vers une voie plus efficiente en matière énergétique. On n'aura plus d'uranium très rapidement, très bientôt, dans 50 ou 100 ans. Et donc, il est essentiel de ne pas compter uniquement sur l'énergie nucléaire. Donc, je m'arrête là sur cette diapositive controversée. Me, I have some question, outside question. After I give you the machine to translate, but the first one I translate directly. The citizen that I am, what are the things that I Le citoyen. Le citoyen, que peut-il faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ou d'arrêter de faire afin de... Enfin, il est impossible d'arrêter le changement climatique, mais que peut-on faire à un niveau individuel et que faut-il ne pas faire? Alors, ce qui est bon, c'est que les gens se préoccupent à ce sujet. Une des choses les plus importantes, c'est de faire savoir au gouvernement que c'est important pour vous. Parce que si vous regardez les sondages, le changement climatique n'est jamais le premier facteur sur la liste pour voter pour une personne. Ce n'est jamais la priorité. Le changement climatique, c'est numéro 10 ou numéro 20 dans l'ordre de priorité. Et donc, si les politiques savent que c'est important pour les citoyens, ils feront quelque chose. Les politiques doivent savoir qu'ils ont le soutien de la population pour démarrer des actions qui sont parfois difficiles. Par exemple, augmenter la taxe sur les combustibles. Personne n'aime ça. Mais s'ils pensent qu'il peut y avoir un soutien par la population, ça peut être une des actions. Par exemple, réduire l'utilisation des voitures ou de l'électricité. Ça, c'est important. Ensuite, je pense qu'il faut réfléchir à cela en termes de style de vie. On ne peut pas vivre sans avoir une empreinte carbone. C'est impossible. Mais réfléchissez à votre style de vie en termes de consommer davantage de nourriture locale, parce que le transport de la nourriture venant d'ailleurs est une source de pollution. Au lieu de manger quelque chose au milieu de l'hiver, quelque chose qui vient de la Suède, par exemple. Donc, manger davantage localement, de la nourriture locale, de la nourriture saisonnière. Parce que si vous mangez, par exemple, des tomates en plein hiver, ce sont des tomates qui ont été cultivées dans des serres ou alors qui ont été transportées de terres lointaines. Donc réfléchissez, mangez moins de viande, par exemple. Personnellement, je ne suis pas végétarienne, je mange de la viande, mais j'ai commencé à réfléchir et à manger moins de viande, à faire davantage de repas végétariens ou végans. Et je pense à la viande comme étant un repas de gala, par exemple, une fois par semaine. Vous pouvez réfléchir à beaucoup de solutions sur la façon de modifier les choses afin d'avoir une empreinte carbone moins importante. Qui vient donc des réseaux sociaux, vous vivez en France, sentez-vous une différence d'attitude entre les Européens par rapport aux Américains sur le réchauffement climatique? You live in France. You understand? Thank you very much. Bon, alors oui, alors je vais répondre en vous disant oui, il y a beaucoup plus d'acceptation de la part de la science en Europe, des scientifiques par rapport à ce changement climatique que par rapport aux États-Unis. Ce n'était pas toujours le cas parce que avant, quand je vivais aux États-Unis, on respectait beaucoup plus les experts scientifiques
climatique, mais ça a changé à partir de la décennie des années 80 et aujourd'hui, la situation est pire encore par rapport à la parole, à la crédibilité des scientifiques. Mais bien qu'en Europe, on comprenne beaucoup mieux ce qui se passe, en tous les cas en Europe, par rapport au changement climatique, je crois qu'il faut quand même penser que c'est une priorité aussi au niveau personnel. Donc je crois qu'en 2017, le résultat du rapport qui a été publié, c'était déprimant. Oui, d'accord, tout le monde est d'accord sur le changement climatique, mais ça n'a rien donné de précis au niveau des initiatives. Il y a un micro qui va circuler et je vais prendre donc 2 questions par le public. Je vais demander d'ailleurs à Florence Anglade de venir sur scène pour traduire les questions, pour simplifier, et ça évitera à Camille de mettre le micro. Voilà, merci. No, it's okay. There is a friend, translator, very good, better than me. Alors, le micro va circuler. Y a-t-il une question dans la salle? Florence. Question. Okay. Oui. Vous pouvez envoyer le micro? I have the microphone. I'm here. Oui, j'ai le micro déjà dans la main. Je vais poser ma question, si vous le voulez bien, en anglais. Eh bien, Camille, merci pour cette très impressionnante conférence que vous nous avez faite. Si j'ai bien compris votre propos, nous avons besoin d'un changement profond qui doit se produire maintenant, sans attendre. Mais j'ai une question qui est la suivante. En termes d'espoir, est-ce que vous avez un espoir pour l'humanité, pour la nature? Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est de votre espoir? Mais c'est traduit directement, monsieur, en français. Quels sont vos espoirs donc, pour l'humanité? Après tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? C'est une question extrêmement complexe. Je vais répondre en partie. Je vais être très honnête. Je ne vais pas vous révéler totalement mon état d'esprit. J'espère que je me trompe, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous allons certaines espèces qui vont disparaître à tout jamais. Nous allons voir disparaître les ours polaires et toutes les espèces qui dépendent, par exemple, de l'Arctique. Nous allons perdre aussi beaucoup de pingouins dans l'Arctique également. Je ne pense pas qu'il y ait une façon possible de leur permettre de survivre parce que je ne pense pas que l'on va rester en dessous du seuil de 2 degrés de réchauffement. Je pense que d'un point de vue purement technique, on pourrait peut-être, avec le nucléaire, on pourrait peut-être rester en dessous de 2 degrés. Mais je suis d'accord avec Greta Thunberg. Je ne vois pas l'action suivre le discours. Et encore une fois, je crois qu'au niveau de l'opinion publique, il n'y a pas vraiment un appui, je dirais, ou un soutien massif des actions. Donc, je ne pense pas que l'on puisse rester à 2 degrés, même si, au niveau des chiffres, on essaie de le faire croire. Donc, je pense qu'on va rentrer dans un univers où il y aura 3 degrés de réchauffement. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va perdre avec ce réchauffement de 3 degrés d'un point de vue strictement humain? Oui, je suis très inquiète pour toutes ces îles qui vont disparaître. Les îles ne sont pas simplement des espèces d'animaux sauvages, de vie sauvage, ce sont des groupes ethniques, ce sont des êtres humains qui ne savent plus où aller se réfugier. Et l'Australie les a refusés. Tuvalu, les habitants de cette île ont pu aller se réfugier en Nouvelle-Zélande, mais l'Australie a fermé ses portes. Et cette île était en train d'être submergée progressivement. Donc les migrations humaines vont être bien plus dramatiques. L'Europe a dû faire face aux vagues migratoires venant de Syrie. Beaucoup de conflits, d'ailleurs, peuvent être expliqués par des périodes de famine, parce qu'il n'y a pas de culture, qui ne pousse plus à cause du changement climatique. Donc, ce serait peut-être la première étape qui explique ces migrations. Mais c'est le changement climatique, quoi qu'il en soit. Donc, d'un point de vue politique, ça va être extrêmement difficile à gérer. Comment allons-nous faire face à toutes ces
vagues migratoires de ces réfugiés. Ce n'est pas que les animaux, c'est les êtres humains. C'est ça le pire, je pense. Mais si nous pouvons dès à présent nous mobiliser, donc nous devrions pouvoir trouver des solutions. Mais il faut ne pas être simplement dans la réaction, il faut être dans la prévention, dans la préparation. Malheureusement, les politiciens et les élus réagissent par rapport à l'urgence. C'est difficile d'avoir des solutions à plus ou moins long terme, incluses soit dans un cycle économique ou politique. Ce n'est pas notre façon de penser, ou ce n'est pas la façon de penser de nos politiciens, de nos représentants. Et ça, c'est vraiment essentiel. Une dernière question, très brève question. Oui, passez le micro. C'est une French. Je voudrais vous demander, ça dépasse votre rôle de scientifique, mais je voudrais vous demander si vous pensez plus efficace pour le monde politique ou le monde international de continuer à dire que maintenir à 1,5 degré est possible, comme par exemple on va le faire là à Glasgow à la COP26, ou bien est-ce que ce n'est pas plus mobilisateur de dire la vérité, c'est-à-dire que le risque est énorme de 3 degrés? Est-ce que ça ne serait pas plus un électrochoc? Moi, je trouve que ce 1,5 degré devient incantatoire. Okay, so, yes. Well, she was asking whether is it still politically correct to maintain this 1.5 degrees when we all know that it's not going to happen? So would it be better to talk about the 3 degrees now, even if it would be a shock, and maybe that would push everybody to react? That's a really interesting point. Personally, c'est un point effectivement essentiel. Personnellement, je crois qu'il faut se préparer à 3 degrés dès à présent. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, ça va être un scénario catastrophe. Il y aura des impacts encore plus dramatiques. Mais je ne suis pas un politicien. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'ailleurs un politicien. Parce que un homme ou une femme politique, parce que tout le monde est d'accord sur ce seuil de 1,5 et 2, mais tout le monde reconnaît également que nous avons échoué. Donc c'est très difficile pour ceux qui doivent le dire de reconnaître qu'ils ont échoué. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudrait que cela figure clairement au programme de la COP26 à Glasgow, mais je crains malheureusement qu'on n'en parlera pas beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Camille, et je voudrais que... Parce que c'est une traductrice improvisée. Merci. Thank you, Camille. Thank you very much. You stay here. Restez avec nous. Maintenant, alors, il va y avoir juste un petit jingle parce que vous l'avez compris, on est en direct sur les réseaux sociaux. Je vais demander maintenant à Marie-France Marchand-Bailey, à Camille Parsman, elle est déjà là, à Jean Taczuc, à Pascal Bourreau, à Jean-Marc Ballaran et Sylvain Vidal de venir sur scène pour la première table ronde où ça va être un débat sur comment accompagner la transformation sociétale. Merci.